Cette semaine, dans le balado, on fait de la musique et on tombe en amour. Tout en simplicité. Bienvenue à mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Bredon. Salut Jeff. Salut. Ben, les deux peuvent aller de pair, mais des fois non. Des fois, les artistes sont tourmentés et ont de la misère à s'ouvrir à l'amour. Mais on crée parfois aussi en amour. Oui, le nombre, ça doit être, c'est sûr que c'est le sujet le plus populaire de toute œuvre médiocre confondue, c'est l'amour, là. Tout à fait. Le désir de l'amour impossible, l'amour perdu, l'amour, voilà. C'était mes variations. Ouais, donc étonnamment, cette semaine, pas de film d'horreur. Quand même une semaine avant l'Halloween. Juste une semaine avant, personne ne voulait se mouiller. On joue de prudence, mais quand même un film qui nous avait piqué notre curiosité. Un film un peu... je ne sais pas, non traditionnel. C'est assez traditionnel, mais pas un biopic classique comme exactement. On l'entend. Donc, avant de parler de ce Springsteen, petit tour d'horizon d'actualité. Mais avant, on a... Oui, bien sûr. Laisse-moi. Oui, je te laisse. Laisse-moi te parler de quelle région? Du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des lieux qu'aucune image, aucun mot ne peut vraiment traduire. La vraie magie, celle qui marque, ne se raconte pas, elle se vit. Visiter le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est plonger dans l'instant, les yeux et le cœur grands ouverts, s'imprégner des paysages, loin du bruit, loin des artifices. Rencontrer les gens d'ici, se sentir tellement bien comme à la maison. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, faut pas juste le visiter, il faut le vivre. Alors, très bien. Oui, puis à chaque fois qu'on relit, qu'on leur plug, je suis comme... là, je pense à tous mes amis qui habitent cette région-là. Puis je suis comme, oui, ça fait longtemps que je les ai vus. Faudrait que j'organise quelque chose. Ben là, ça le dit. Là, on se sent bien comme la maison, les amis, les gens, tout le monde est fin. On a eu cette semaine un événement provincial, national, des propriétaires de salles de cinéma, des médias qui gravitent, des distributeurs et tout. Puis ceux aussi, là, justement, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était eux les plus... les moins barrés, là, qui parlent à tous, puis même s'ils arrivent, ils ne connaissent pas nécessairement les autres. On a fait la connaissance aussi de... En fait, la personne s'occupe plus de l'entretien du zoo lui-même, de Saint-Félicien, mais ils ont aussi 2 salles de cinéma commerciales. Donc, elle était venue un peu parce que l'autre personne ne pouvait pas, mais c'était très intéressant de lui jaser de tout ça quand même. Quand même quelque chose d'assez inusité. Là, ouais, c'est ça. Puis tu vas au zoo, puis tu t'en vas voir après ça Barbie. Exactement. Ou Zootopia. Ben, puis c'est sûr qu'ils vont faire ça. Mais je ne sais pas s'il est ouvert à l'année ou... Oui, il disait que oui. Okay, les deux, en fait. Les deux, le là, zoo aussi, oui, tout à fait. Sauf que, tu sais, il doit y avoir des projections de soirée, là, mais le zoo, là, il est fermé, tu sais. Oui, ouais, c'est ça. Parce que le zoo, tu peux pas le visiter jusqu'à 22h30, là. Tout à fait. Les animaux font il y a dodo. quand même 2... Même guichet, mais 2 couloirs, entrées, 2 ouais, corridors qui séparent les deux. Donc, dans l'actualité, quelque chose que moi, j'aime toujours ça entendre rétroactivement des projets qui ont été présentés puis finalement qui n'ont pas vu le jour. Et là, quand même, d'une grosse franchise que j'avais jamais entendu parler de ça, c'est Adam Driver qui en a parlé dans les derniers jours lors d'un entretien. Il travaillait secrètement sur un projet de film Star Wars avec Steven Soderbergh à la réalisation, qui s'appelait The Hunt for Ben Solo, donc qui se passait après l'épisode 9. C'est pas un prequel, ça serait... Non, c'était vraiment... Ben, honnêtement, je me souviens pas, ça finit quoi pour il meurt. Il meurt, mais en théorie, en tout cas, selon leur version, il n'était peut-être pas tout à fait mort dans la force. C'était également ça pour l'empereur Palpatine. Exact. Si l'empereur peut revenir, on peut arriver Ben Solo has returned. Et que Lucasfilm était très amoureux du concept, du scénario, mais que c'est Disney qui ont dit non. Pour eux, Ben Solo était mort à la fin de l'épisode 9, donc ça n'avait aucun sens et le projet c'est terminé ça va pas là. Exister, ça n'existera pas. Ils ont travaillé quand même 2 ans là-dessus sur le scénario. Fait qu'on apprend que le projet existe pour apprendre que dans le fond il existe pas. Il n'existera plus. Mais, comme on sait les réseaux sociaux, là, des gens qui se sont mobilisés. Et là, depuis quelques jours, au-dessus des studios de Disney, il y a un avion qui passe avec une bannière faites le film ou quelque chose comme ça, là, Revive the Movie, une affaire de même. Là. C'est quand même très drôle. Est-ce que de mémoire, ils avaient travaillé ensemble par le passé, Driver puis Soderbergh? Bonne question. Ben, sûrement. Il était pas dans Lucky. Lucky, oui. Il était-tu là-dedans, Driver? Faudrait vérifier, mais
il doit y avoir quelque chose, un lien pour que les deux on décide de même. Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est au bout d'une soirée arrosée. Puis, ou littéralement, c'est à cause que c'est Ben Solo, fait que c'est Soderbergh qui a dit ben là, je vais le pitcher à Adam Driver, ça serait lui le personnage. Je sais pas qui a débuté mais c'était effectivement co-scénarisé avec celle de Lucky Seven. Donc probablement qu'il y a peut-être quelque chose. C'est Logan Lucky. Logan Lucky. Ouais, pas mal avec Lucky Number 7. Exact. Donc quand même, il faut dire qu'à l'époque aussi, Disney était plus intéressé dans leurs émissions de streaming de Star Wars que vraiment faire les films. Là, ils se cherchaient un petit peu. Sinon, rumeur là, qui se fait persistante depuis hier, je ne sais pas si c'est ça passé, mais qu'un premier Bond, en tout cas une offre aurait été faite pour James Bond, un premier acteur. Et ce serait Aaron Taylor Johnson. Pourtant, c'est lui qui n'arrêtait pas d'écarter et de dire c'est sûr, ça va pas lui. Écoute, ça ne veut pas dire qu'il va accepter, mais ça vient plus que des sources un peu plus certaines que juste des trucs de rumeurs Internet. Là. Fait que j'ai hâte de voir... Je m'excuse d'avoir froidement dit arc. Ma raison, c'est pas tant que c'est pas un bon acteur, c'est juste que je trouve qu'il est brûlé. Là. Il a joué dans trop d'affaires, dans des échecs, dans des... Puis je suis comme... Ah là, ça... Tu sais, je sais que les 3 R, là, réutiliser, recycler puis récupérer, là, mais là, il a été réutilisé pas mal, là, Aaron. Et ce qui me surprend, c'est que je fouille moins agressivement que toi sur les nouvelles, les actualités, là, mais j'avais entendu dire que Denis allait... il disait bientôt se mettre à la recherche de. Fait que je trouve ça bizarre qu'immédiatement, il y aurait aussi un pitch qui a déjà été fait. Si d'un autre côté, il semble que même sa quête n'est pas tant commencée, ou du moins ses castings comme tel. Puis c'est sûr qu'il y a un whiteboard chez eux avec des désirs, puis une forme d'archétype, puis tout. Mais je remarque, j'ai l'impression que ça doit être Amazon qui ont plus le pouvoir décisionnel derrière ça. Ben, peut-être, c'est juste que peut-être qu'ils ont le dernier mot, mais je trouve... Quelques choix, ils disaient oui, je suis d'accord, puis allez-y. Ouais. Puis là, ben, c'est eux autres qui coulent l'information. Peut-être, c'est juste que son fameux je commence bientôt aurait duré 3 jours. Genre. Et surtout qu'il avait dit qu'il préférait avoir un visage pas connu. Fait qu'en tout cas, bref. Mais comme je dis, ça reste encore... Spéculation, parce que c'est pas les grands... c'est pas confirmé sur le Twitter. Variety, Hollywood Reporter, mais... Ah, c'est plus un entre-deux. C'est quand même des sites là, de films qui des fois tombent pile dessus. Bref, on verra bien. Mais parlant de James Bond, on a su justement comment Amazon ont déboursé à Barbara Broccoli, Michael J. Wilson pour s'assurer le contrôle. C'est ça, qui se coule une retraite dorée. C'est en millions ou en milliards? Oui, en millions. Puis 20 millions de dollars quand même. Faut le dire. Merci, ciao. Allez vous reposer. C'est un bon montant. Ben, c'est sûr que c'est pas tant comparé à les pourcentages de recettes du film puis tout, mais... Et déjà ce qu'ils ont eu pour la vente à Ben, c'est vrai qu'il y a eu MGM ça aussi. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme la monnaie pour eux. Oui, c'est ça. Ça en est gênant. Depuis les années, écoute, c'est dans la famille Broccoli depuis les débuts, fait que je peux juste imaginer... son compte en banque. Ouais, puis à ma connaissance, même ceux qui sont moins bons, puis des Quantum of Solace, il n'y en a aucun qui est un échec commercial. Là. Tout à fait. Restons dans les studios, parce que là, on avait parlé un petit peu cette tentative de Paramount, la nouvelle entité Paramount Global Skydance, qui veulent acheter Warner Brothers. Ils sont très agressifs, en fait. Et Warner Brothers Discovery ont confirmé qu'ils sont à vendre. Donc, ils sont prêts à laisser ça. C'est quand même curieux parce que ça a été annoncé en 2021, leur merger. Avec Discovery, avec Discovery. Donc, la fusion de les deux corporations. Donc, tout ça s'est implanté en 2022. Donc, 3 ans plus tard, on est prêt à délaisser peut-être une partie. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils sont prêts à vendre. Quand Discovery est arrivé, il y a eu une espèce de backlash des fameux Bad Girl puis des films coupés puis ils ont fait du trouble chez Warner Brothers. Tassé une coupe de dates. Là, on a cru à des échecs à cause du Mickey 17, une coupe d'affaires. Puis là, après des gros hits, puis là, c'est parti. Puis ils ont battu les records de numéro 1 box-office, puis etc. Puis là, tu te dis comme, non, on est prêt à vendre parce que la valeur a augmenté. Puis là, tout de suite, probablement, c'est question de ils font un flip, mais de catalogue de films milliardaires. Là, genre. Et de plusieurs chaînes multimédia, parce que c'est évidemment NBC, CNN. Donc, écoute, c'est quand même énorme. Là, la fusion avait quand même été faite pour 43 millions de dollars. Là, j'ai hâte de voir. Puis,
ça vient toujours à un moment donné, le pouvoir est tellement concentré en très peu de studios. Maintenant, les majors, si Paramount avale Warner Brothers, quand même, là, ça va être un gros qui disparaît. Va avoir une certaine autonomie, mais on s'entend que c'est quand même le même propriétaire. Et c'est quand même David Ellison qui est derrière ça. Et c'est un proche quand même de Trump, Warren Ellison, d'Oracle. Fait qu'au niveau du CRTC américain, du FCC, je pense là-bas, j'ai l'impression que ça va être un peu facile d'avoir l'aval. Ouais. Surtout s'il fait peut-être un peu de ménage, parce qu'on sait que si on rapporte ça à la télévision, la fin de l'émission de Stephen Colbert chez CBS, beaucoup d'insiders disent que c'était lié avec l'achat de Paramount par Ellison par Skydance. Fait que quand même, j'ai hâte de voir à quel niveau ça va. Mais c'est pas une bonne nouvelle, je pense, pour l'indépendance de l'industrie pour une forme de compétitivité saine. Ouais. Là, Et surtout si quelqu'un est trop proche aussi du pouvoir décisionnel politique, c'est jamais une bonne chose. Et d'un président qui est quand même un petit peu... Soupe au lait? Ouais, soupe au lait, puis qui passe beaucoup de choses en dessous de la couverte, du tapis, puis tout. Ouais. Fait que, soupe au lait, en tout cas, on s'écartera pas, mais la publicité ontarienne et tout, là, que j'ai vu en écoutant le hockey récemment, puis là, tout de suite, il est vu, puis en tout cas... Super. Donc voilà pour Warner Brothers, mais en tout cas, ça me fait toujours rire un peu que ces gens-là, tu vois, finalement, ils n'ont aucun amour vraiment de cette industrie-là, de ce milieu-là. C'est vraiment juste pour faire des transactions, s'en mettre dans les poches, puis bing bang. C'est ça. Puis là, il y a des créateurs qui essaient de défendre au travers de ça leur vision, mais là, si t'es trop... c'est comme normal, c'est normal que les créateurs, pas pour toute œuvre, mais pour plusieurs œuvres, aient une vision politique et sociale puis passent des messages au travers de leurs œuvres fantaisistes. Ça a toujours été ça, l'art. Ben oui. Mais là, si les dirigeants ont, eux, une ligne éditoriale puis politique trop ferme, ben ça va donner juste des Angel Studios puis des affaires comme ça. On va avoir des biopics sur George Washington. C'est ça, là. C'est comme tout le studio devient un agenda politique. Mais peut-être que je dis ça parce que naturellement, je suis plus à gauche comme les artistes puis les films en général. Fait que là, il faudrait pas que tout revire puis soit du populisme à droite puis tout. Là, ça devient un peu étrange. Là. Donc voilà pour les nouvelles de la semaine. Bonne annonce, on n'a rien répertorié cette semaine. Non, c'est rien passé. Non, c'est ça. Allons-y directement au film et débutons, je pense que on verra. Moi, je pense pas que ça risque d'être le plus gros box-office, mais peut-être que lui, beaucoup de fans attendaient, mais c'est la même chose pour l'autre. Mais bref, allons-y avec Springsteen Deliver Me From Nowhere de Scott Cooper. Oui, délivrez-moi de nulle part, Springsteen. Scott Cooper, qui n'est pas dans les top 5 des noms les plus connus, mais qui a quand même, il est derrière Crazy Heart, qui avait été très country, machin, mais avec Jeff Bridges, qui avait eu son lot de salutations. Dans différents genres, parce qu'il avait fait un film d'horreur aussi. Tout à fait, Antlers. Ouais, c'est ça. Très bien quand même, moi, sur le Wendigo, moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. Hostiles aussi, au western assez violent. Oui, c'est vrai, j'avais vu. Avec Christian Bale. Exactement, très cool film. Puis, il me semble un ou deux autres titres là, qui m'échappent. Ça met en vedette Jeremy Allen White dans le rôle du mythique Bruce Springsteen, de Boss, exact. Jeremy Strong qui joue John Landau, c'est ça, son gérant. On retrouve aussi au générique Paul Walter Hauser et Stephen Graham qui joue dans les flashbacks son père, M. Springsteen, qui est un peu violent, alcoolo. Peut-être schizophrène aussi, on pense un peu. Peut-être trouble d'enjeu. Grosse carapace de cuir. Un homme d'une autre génération. Il ne sait pas comment aimer. On est au début des années 80, ça te parle? Quoique c'est pas un film qui a justement l'esthétique 80, arcade et cheveux crêpés. On n'est pas dans le pop bonbon, mais non, c'est pas Stranger Things années 80. 81, 2, là, on était plus dans les relents des fin des années 70, qu'on est plus dans l'esthétisme. Ouais, puis c'est pas son genre à lui non plus, là, tout ça, parenthèse. Fait que Bruce Springsteen vient de terminer sa grosse tournée quand même avec le succès de l'album The River, qui était son 5e album, je pense déjà. Et là, il va retourner dans son petit chalet isolé là, en banlieue, même en campagne dans le New Jersey, sa maison dans les Colts Neck.
très en forêt, où il retourne au village pour aller jouer avec le band, aller au snack bar et tout. Puis à la maison, il commence à écrire. T'es un peu angoissé de qu'est-ce que je vais faire comme prochain album puis tout. Puis on va voir un peu son inspiration, les œuvres qu'il va consommer, aller à la bibliothèque, lire sur des faits un peu tragiques, réels. Puis ça va le remettre naturellement dans ses problèmes de jeunesse, cette enfance noir et blanc, comme elle est illustrée. Et il va faire des maquettes, guide-voix, harmonica enregistrées dans son salon en disant « Ouais, mais c'est la première fois que je peux comme traquer les affaires chez nous, puis après on ira avec le band, puis on travaillera ça. » Mais finalement, va naître de ça son mythique album Nebraska, qui est son album complètement champ gauche, alors qu'il faisait du rock and roll populaire, là, pas pop comme... Rock. Ouais, c'est ça, pas Michael Jackson, mais ouais, du rock dansant, mais large public et tout. Ben là, il tombe dans du folk, qui est une autre scène complètement, ce qui va un peu... on va pas voir la sortie de l'album comme telle, mais je veux dire, choquer son entourage, puis on va comprendre que lui, à force de baigner là-dedans, ça lui fait broyer du noir, puis il sait pas trop comment il va sortir. Surtout qu'une pression de la part du label, la compagnie de disques qui, eux, veulent il faut que ça monte, il faut que ça continue. Ouais, ça nous prend des bangers, ça nous prend des hits. Il vient d'avoir son premier top 10 avec The River, fait que là, eux veulent profiter du momentum. Le prochain, il faut que tu sois plus gros. Fait que là, tu vas pas, tu fais pas un 180 avec une proposition artistique comme ça. Fait que c'est ce qu'on va voir. Ce qui est aussi très intéressant dans le film, c'est que le personnage de Jeremy Strong, qui joue son agent, comme on dit, puis peut-être parce qu'on l'a vu dans The Apprentice être un vrai filou, puis dans les séries télé aussi, des fois, il joue des visages à deux faces. Fait que là, on s'attend à ce qu'ils mettent des bâtons dans les roues puis qu'ils veulent presser le citron, mais non, justement, il est dépeint et c'est comme voir son meilleur ami. C'est plus cette relation-là de l'agent-client que l'agent et l'artiste plutôt que client, là, que je te connais, on travaille ensemble. Les deux, c'est en travaillant main dans la main que les deux, on va avoir du succès, mais surtout qu'il faut que tu sois heureux, il faut que tu sois bien pour que tu continues à produire puis que tout ça fleurisse. Fait que je vais aller me battre pour toi à la maison de disque. C'est comme, je travaille pas pour la maison de disque, je travaille pour mon artiste. Fait que finalement, c'est ça qu'on sent, qu'il l'appuie beaucoup du mieux qu'il peut en essayant de comprendre il y en est où dans sa tête puis avec ces affaires-là, puis essayer de modérer entre les gars du studio et les gars de la maison. C'est un film aussi, comme on dit, c'est un biopic non conventionnel, un peu comme avec Unknown Person sur Bob Dylan l'hiver dernier, que on vise un moment précis. C'est pas le Wikipédia de la naissance à la mort, Bruce a une guitare dans les mains, super, et tout de suite après, il avait un hit, là, ou même Elvis Presley de Baz Luhrmann ou tout, même si chacun leur esthétique. Là, on est dans cette idée de ce moment précis, on prend Bruce où il est à la fin de sa tournée, on n'a pas besoin d'apprendre comment ça a commencé. Et fait que ça s'adresse quand même aux fans ou un peu aux connaisseurs, mais ce que je ne suis pas, comme je sais pas si je l'avais mentionné au micro, peut-être en fin de la semaine dernière, j'avais commencé à écouter Nebraska quelques fois pour comprendre c'est quoi cet album-là versus les grandes œuvres de sa carrière, parce que je suis vraiment pas tant connaisseur, là. Il y a comme 20 albums, puis ça, déjà, Nebraska, c'était son 6e, sauf, plus ou moins un, là, sauf erreur, je vais de mémoire. Puis... fait que c'est ça, fait que moi c'est ce côté-là que je trouve très intéressant. Le film se veut quand même geek à ce niveau-là. On met beaucoup l'accent sur la petite console qui va s'acheter à la maison, les micros, la manière à amener, c'est un enjeu, cette qualité minimale qu'il a utilisée, mais comment on fait pour la conserver sans amplifier les défauts, mais la garder comme telle, parce que là, lui enregistrer sur une petite cassette, mais là, la distribution pour la vente, ça marche pas comme ça, là. Il faut ramener ça sur un master vinyle qui va servir à faire les suivants, puis etc. Fait qu'il y a cet enjeu-là. Fait que c'est un film qui touche un peu au processus en fait, qui touche beaucoup au processus créatif, un peu au processus, industriel de la machine, mais beaucoup plus sur lui, puis l'introspection, puis le fait d'être allé... c'est pas tout à fait la bonne image, mais tu sais, au lieu d'être, j'aurais dit, trop proche du soleil, puis de se brûler, mais c'est plus qu'il aller trop proche du trou, il va finir par tomber dans le trou de ses démons, puis de ce flux inspiratoire-là. Pour ma part, moi, Bruce Springsteen, je connais de mon enfance, j'étais un peu plus vieux, fait que je me souviens très bien d'avoir eu la cassette Born in the USA. Ouais, qui sera l'album suivant. Exact. Fait que moi, j'ai connu un petit peu plus tard, 85, je pense que l'album est sorti, où là, il est devenu une grande superstar. Fait que j'étais quand même curieux c'est sûr que par la suite, j'ai écouté quelques-uns de ses plus vieux succès, mais j'ai jamais été un
plus grand fan qu'il faut, autre que ça. C'est très américain, là. Il est vu comme... Ben, c'est pas interdit de l'écouter, là, mais il est vu comme lui qui chante le col bleu, sauf erreur américain. Ouais, un peu dans le style de John Cougar Mellencamp et tout ça. Ouais, là. C'est ça, le gars du peuple. Ouais, là, un peu, ouais, tout à fait, oui. Le Blue Collar Singer. Donc, j'étais curieux de voir, justement, de connaître un petit peu, d'en apprendre plus sur le personnage et justement sur l'enregistrement, la création de cet album-là qui est, je pense, considéré un peu mythique là, dans le milieu de l'industrie musicale. Fait que, puis là, j'étais un peu surpris parce qu'il faut dire quand même que les critiques sont un peu dures. Ouais, le film ne se fait pas descendre, mais je pense qu'il y a un petit peu peut-être moins d'amour qu'il mériterait parce qu'honnêtement, je trouvais ça très satisfaisant. Jeremy Allen White et Jeremy Strong forment un très bon duo, honnêtement. Il faut souligner que Jeremy Allen White chante et joue de l'harmonica aussi dans le film, donc c'est réellement lui. Fait que c'est très classique, mais du bon classique. Je pense que c'est un peu à l'image de Bruce Springsteen. Ouais, c'est vraiment raconté en toute simplicité. Un peu comme les Springsteen. C'est pas flamboyant comme était Bohemian Rhapsody, où on était plus peut-être dans l'univers de coloré de Freddie Mercury, mais... c'est plus terne, là. C'est un film d'automne, c'est pas pour rien qu'il sort à l'automne, je pense. Dans l'automne, mais pour eux, c'est plus le printemps, là. C'est une espèce d'hiver sans neige, là. Mais on est dans la grisaille, puis c'est un peu ça, mais honnêtement, je pense que c'est un film qui est vraiment accessible. Je pense qu'il donne une lumière intéressante sur le personnage de Bruce Springsteen, mais aussi sur l'industrie de la musique qui est intéressante. La création d'albums, toute la pipeline que ça passe. La folie de... Plusieurs artistes sont victimes de ça. Surtout, tu vois, lui, c'est plus rendu au 5-6e, là, mais des fois, c'est le deuxième album, parce qu'on va dire souvent, ou le troisième, c'est que ton premier album d'artiste, t'as infini de temps pour le composer, parce qu'on sait pas t'es qui. Ouais. Mais là, une fois que c'est c'est moins de même maintenant, là, mais quand même que t'as un album, qu'une maison de disques a sorti, puis là, t'as eu une première tournée. Puis là, souvent, le deuxième album, là, c'est d'autres tunes qui te restaient, plus les nouvelles. Puis là, à un moment donné, t'arrives à un point où, là, c'est vraiment... un circuit, là, une boucle, là, c'est comme t'as ta tournée, quand la tournée finit, t'as accumulé assez d'argent comme travailleur autonome pour là te garder 3, 4, 6 mois pour composer, prendre une petite pause puis on y va. Puis là, ces chansons-là, là, tu vas les enregistrer pour les sortir, pour refaire une tournée pendant, selon ton envergure, 1 an ou 2. Puis c'est ça, sauf que là, cette énergie-là te demande de changer beaucoup ton focus parce qu'il y en a plusieurs qui sont... Il y a des artistes qui composent comme tout le temps, mais des artistes qui sont pas capables de composer pendant qu'ils sont en tournée. Parce qu'en tournée, on pratique le spectacle, puis c'est le spectacle qu'on livre, puis notre routine est ainsi faite. Puis composer, c'est là qu'on loue un chalet, puis qu'on se retire dans le bois, puis c'est en plusieurs étapes. La V1, la V2, on travaille en band, on fait ça selon tes moyens. Fait que, bref, ça montre un peu cette énergie-là, mais c'est difficile de ressortir de là, puis t'es complètement ailleurs. T'es décalage horaire dans le dépaysement. Là, il faut que j'écrive, puis c'est quelqu'un qui travaille tout seul. Jusqu'à temps qu'il monte dans son band, mais il est chez eux, guitare, accord, tout. Fait que là, à ce moment-là, pas de blonde, pas d'enfant, rien. Nous, on voit ça avec les yeux. Ça a l'air glamour, cette vie-là, mais c'est énormément de pression. C'est très dur. C'est pas tout le monde qui réussisse non plus à perdurer dans le temps, à rester au top. Fait que c'est quand même un milieu, une vie assez fascinante quand même. Ouais, c'est ça, tout est fragile. Oui, vraiment. Puis ce qui est drôle, parce qu'il y a aussi une petite histoire d'amour à travers tout ça. Puis finalement, je pense pas que c'est un grand spoiler pour ceux qui connaissent Springsteen, mais finalement, c'est pas la femme avec qui il va se marier, partager sa vie. Non, c'est ça. Mais elle a un rôle très important à ce moment-là. Tout à fait. Mais tu sais, on pense que ça va être l'histoire classique et tout ça. Puis finalement, à la fin, voir la petite photo des deux ensemble 30 ans plus tard. Mais non. Mais il a marié quelqu'un du band, de E Street Band. Ouais, E Street Band. Ouais, donc c'était une des musiciennes en 84. Donc quand même pas longtemps après. OK. Puis sont-ils encore ensemble? Oui, ils sont encore ensemble aujourd'hui. Et elle, est-ce qu'elle joue encore dans le band? Bonne question, je peux aller voir. Mais, parce que lui, il est célèbre. Là. Il est venu à Montréal il y a 2-3 ans. Là. Puis il n'y a rien envie à Taylor Swift. Là. Il fait peut-être pas autant de changements. Ouais. En fait, il doit faire aucun changement de vêtements. Mais c'est des shows de presque 3 heures, pas de pause. Il doit prendre 2 gorgées d'eau et il est en sueur. C'est comme un athlète professionnel. Là. Il le montre dans le film d'ailleurs. C'est comme reconnu. Sa chemise carottée. Puis il pisse la sueur. Puis c'est non-stop. Puis il se donne. Puis tout. Puis même aujourd'hui, à mi-70, il fait encore ça. Oui, tout à fait. J'ai quelques fun facts. Oui. On peut voir dans le film Gabby Hoffman qui joue la mère de
Bruce Springsteen. OK. Gabby Hoffman, à une époque, c'était vraiment une des enfants stars du cinéma. Ah ouais? À la fin des années 80, début 90, elle avait joué dans Field of Dreams et Uncle Buck. OK. Elle faisait une gamine? Oui, parce qu'elle avait 5-6 ans à cette époque-là. Et puis, finalement, elle avait décidé d'arrêter de jouer. Puis quand elle a su les cachets que Macaulay Culkin, qui avait joué dans Uncle Buck d'ailleurs, qui jouait son frère, avait réussi à voir avec les Home Alone et tout ça, fait qu'elle a décidé de retourner au cinéma. Okay. Quand même, elle a joué dans Sleepless in Seattle, entre autres, Man Without a Face, la première réalisation de Gibson. Fait que quand même, dans les années 90, elle a réussi à continuer même à l'adolescence. C'est vraiment au début de la vingtaine qu'elle s'est retirée pendant plusieurs années. Elle a étudié à l'université et tout ça. Donc, c'est quand même drôle de voir ça. Et puis, en fait, j'ai amené là-dessus parce que en réalité, elle a juste 9 ans de plus que Jeremy Allen White. C'est quand même drôle de voir. C'est parce que comme elle est d'un flashback, là, c'est avec un enfant, mais là, à un moment donné, on la voit maquillée avec les cheveux un peu plus gris, puis celui est là. Donc, fait que voilà pour Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Honnêtement, très bon film à voir, puis on est bercé par la musique quand même de Bruce Springsteen, que je dois dire c'est vraiment efficace d'entendre ça aussi au cinéma. Comme il y a les deux périodes, ben là on entend aussi des gros hits. On va être au moment où il compose le fameux banger Born in the USA. Puis même là c'est intéressant de voir sa première version guide-voix versus quand il instrumente, il fait des arrangements avec son band puis tout qui devient la tune comme on connaît, mais bref, pour revenir, il y a cet enjeu-là de dire, ben là, on les a, les tunes, ça va être ça ton album, puis comme non, ça n'a pas rapport, c'est pas ça que je veux faire, gardons ça pour plus tard. Puis... Et d'ailleurs, on met dans le film justement la genèse de la chanson parce que ça venait d'un projet de film avorté. Ah, c'est ça, parce que vrai. Il lui présente, puis ils disent qu'il voudrait que tu joues dedans. C'était Paul Schrader, le scénariste de Taxi Driver, qui avait écrit le scénario. Fait que finalement, le film n'a pas eu lieu. Je me demandais si le film avait eu lieu, mais que lui n'avait pas joué. Pas eu lieu, puis en plus, finalement, il a gardé le titre Born in the USA pour sa chanson. Puis en dédommagement à Paul Schrader qui a tourné quelques années plus tard un film qui s'appelait Light of Day avec Michael J. Fox et Joan Jett qui était sur la musique. Je sais pas si tu t'en rappelles, je vois des frères et sœurs musiciens. Joan Jett, je sais c'est qui, mais le film et tout, ça, je sais pas c'est quoi. Fait qu'il a fait quoi? Lui, il a joué dans le film? Non, il a composé la chanson titre du film Light of Day en échange d'avoir gardé le titre Born in the USA pour sa chanson. C'est ça, le générateur de sa composition. Et sais-tu pourquoi qu'on l'appelait The Boss? Non, je sais pas. C'est que c'était lui qui s'occupait de récupérer les cachets quand ils faisaient leur gig. Et c'est lui qui redistribuait l'argent aux musiciens. Fait que les musiciens l'ont appelé The Boss. Il l'appelait Boss. Ouais, c'est ça. Parce que dans le film, c'est ça. Des fois, les gens l'appellent Boss, mais personne ne l'appelle The Boss. Ouais. Mais son surnom, c'est The Boss. Ouais. Mais en tout cas, ceux qui sont vraiment proches de lui l'appellent juste Boss. Comme... Bossman, puis ces affaires-là. Très job. Très alors, allons complètement ailleurs. Ça dépend où tu nous amènes. Est-ce complètement ailleurs? Oui, je pense que oui, on est vraiment dans l'eau de rose sentimentale. Le mélodrame. Le mélodrame, tout à fait. Regretting You de Josh Boone. Oui, On te regrette au Québec. C'est, comme tu dis, un mélodrame, des amours brisés, des amours impossibles, des gens qu'on aime qui meurent, le deuil, la famille. Morgan Grant est une jeune mère vivant avec sa fille adolescente, Clara, qu'elle a eue très jeune. Alors que leur relation est tendue et complexe, elles sont marquées par la mort tragique du père/mari et devront donc recomposer, si on veut, leur relation. Alors, dans ce deuil, Morgan, donc la mère, elle va trouver soutien finalement autour de son beau-frère. Joué par Dave Franco, si je ne fais pas erreur. Tandis que Clara, elle, va découvrir l'amour tranquillement dans les bras d'un jeune garçon cinéphile de son école. Au générique, Allison Williams de Get Out et Megan, qui joue cette mère-là. McKenna Grace de Ghostbusters et aussi de Five Nights at Freddy's 2 à venir, qui joue la fille. Donc, et Dave Franco, le beau-frère. Mason Thames, ce jeune étudiant. Scott Eastwood, fils de Clint, qui joue le fameux père qui ne sera pas là jusqu'à la fin du film. Exact. Donc, moi, j'ai eu la chance de voir. C'est moi l'expert de Regretting You. Donc, il faut dire c'est une adaptation d'un roman de Colleen Hoover, l'autrice méga succès depuis quelques années. Dont It Ends With Us, qui était sorti l'été dernier. Est-ce qu'elle écrit le scénario aussi ou c'est quelqu'un d'autre qui fait l'adaptation scénaristique? Oh, j'ai pas remarqué pour Regretting You. Bonne question. Tu peux regarder ça pendant qu'on regarde. Donc, Josh Boone, un spécialiste un peu des films pour ados. C'est lui qui avait fait de
Fault in Our Stars, il y a une dizaine d'années, oui. Je voulais dire le nom en français, puis je l'ai oublié. La route... Mais c'est pas la faute de nos... je sais pas Quelque quoi. chose de nos étoiles contraires. Nos étoiles contraires, oui. Voilà. Qui met en vedette Shailene Woodley. Donc, Regretting You, on est plus dans le roman ado, young adult que Colleen Hoover nous a habitués. Donc, je peux faire un comparatif. On est un peu dans le ton des Nicholas Sparks. Fait que on est vraiment dans les bons sentiments. Alors, finalement... Non, c'est Susan McMartin qui a fait le scénario. Puis là où je suis, je sais pas si elle a fait, elle, d'autres scénarios de ça, mais c'est une adaptation. Donc, écoute, je m'en cacherai pas que je suis peut-être pas nécessairement le public cible. Je pense qu'on est dans une facture très Hallmark et tout ce côté-là. Fait que je pense que ça va plaire au public de ce genre de film-là. Je ne prêcherai pas aux convertis. Fait que, je pense que si ce n'est pas votre genre de film, écoute, peut-être aller voir Bruce Springsteen à la place. Susan McMartin avait aussi fait l'adaptation du premier After comme scénariste, alors spécialisé dans adapter l'autre la jante féminine. Mais je dois dire quand même que les comédiens sont très bons, surtout le duo de McKenna Grace et Mason Thames. Tu sais que je suis un grand fan de McKenna Grace depuis Ghostbusters, où elle jouait la jeune Phoebe Spengler, donc c'était elle, la petite fille d'Egon. Mais ici, qui est dans un autre genre de rôle complètement différent, parce que là, elle était plus geek scientifique. Là, vraiment, elle a son côté plus naturel, de blondinette, girl next door, quand même un peu sexy. Ouais, c'est ça, elle n'a pas les cheveux noirs bouclés. Ça, non, c'était pour le rôle dans Ghostbusters. Mason Thames, qu'on peut voir dans The Black Phone 2 présentement, dans le How to Train Your Dragon cet été. Donc, je pense comme le nouveau Pedro Pascal cette année. Il est 30 ans plus jeune. Ouais, c'est ça. Donc, forme un bon duo, une très bonne chimie les deux. Et écoute, cette chimie-là s'est même développée en relation. Donc, potin, ils forment un couple. Question. Est-ce que c'est un vrai couple? Parce que finalement, par après, on a appris que Pamela Anderson et Liam Neeson, ce serait peut-être pas un vrai... Ça serait pas un vrai couple. OK. Il aurait surfé là-dessus pour la promo de Naked Gun. Ou ben c'est un vrai couple. Là, tu tombes dans la conspiration qui dit que c'est pas un vrai couple pour qu'on les laisse tranquilles parce que finalement, c'est un vrai couple. Grace et Thames ont été photographiés ensemble très souvent, donc dans les rues new-yorkaises. Bon. Donc, voilà. Il y a un potentiel, je sais pas si ça sera un record, mais ça arrive pas souvent pour Mason Thames. Parce qu'en ce moment, box office-wise, c'est pour ça que d'entrée de jeu dans l'épisode, t'es comme le numéro 1, peut-être pas. La lutte est serrée dans les prévisions entre Springsteen puis Regretting You sur quel film sera numéro 1 du week-end. Mais si Regretting You est numéro 1, ça sera un rare cas de figure où un acteur est numéro 1 au box-office 2 semaines consécutives avec 2 films différents. Tout à fait. Ce serait intéressant de faire les recherches, mais ça n'a pas dû arriver c'est ça, ça souvent, le mettrait dans les pages de l'histoire, là, mais... Je sais que c'est arrivé mari-femme. Je pense que c'était Demi Moore puis Bruce Willis en 90 avec Ghost puis Die Hard 2. Okay. Mais le même acteur dans 2 films différents. Je vais aller fouiller ça. C'est sûr qu'il est plus secondaire dans Regretting You, là, mais c'est pas un caméo. Là, non, c'est un des... Top 4, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est vraiment centré, en fait, sur ces 2 couples-là, donc la mère et le beau-frère et la fille. Donc, et c'est peut-être ça, juste pour ma part, mon appréciation personnelle. Je trouve qu'on a comme 2 histoires, puis je pense que peut-être une des 2 aurait été plus intéressante que les 2. Okay. Fait que des fois, ça navigue dans des drôles de tons où on a cette histoire-là de deuil. Oui, McKenna Grace, son personnage aussi, est endeuillé parce que c'est son père, mais elle est plus dans une relation romantique naissante. Ouais. Fait qu'elle navigue très rapidement. L'autre, elle a un sentiment de trahison. Effectivement. Là, fait qu'au niveau de ça, mais sinon, comme je dis, pour les fans de Hoover, je pense que vous ne serez pas déçus. Mais y a-tu un côté, comme je te disais, c'est pas le même ton, mais des Gilmore Girls, justement, d'avoir la mère et la fille qui, des fois, dans la série, vivent des histoires d'amour en parallèle, mais sans s'en parler, mais chacune le vit. C'est pas aussi lourd que ça. Il n'y a pas de mortalité dans comme les légèretés. Oui, c'est ça. Non, mais tu penses qu'il y a un public qui peut, justement, se retrouver sorti mère-fille
14 ans et 44 ans qui vont au cinéma Je ensemble. pense que oui. Oui, tout à fait. Oui. Je serais pas étonné que, justement, beaucoup de lectrices de Hoover sont mère-fille aussi. Le livre s'est passé dans la maison. Exactement. OK. Donc, fait que je pense qu'il devrait connaître un très bon premier week-end. Après ça, on verra. Mais en même temps, c'est des films qui coûtent pas cher. Penses-tu qu'il va y avoir pendant ce temps-là des pères-fils qui vont aller voir Springsteen? Peut-être. Puis là, ils vont ressortir en disant « Ah ouais, peut-être que je devrais aller chez le psychologue. » Quand même, quelques trucs amusants. Le personnage de Mason Thames, tu l'as dit, étudiait en cinéma. Il veut après ça aller à l'université. Puis c'est drôle parce que... C'est qui son réal préféré? Non, ce qui est drôle souvent dans ces genres de situations-là, où on a un passionné de cinéma, un personnage, souvent les affiches, ça va être toutes des affiches produites par le studio qui a financé le film. Sauf dans sur les Dawson, amours. où c'est vraiment des Spielberg. Oui, tout à fait. Mais là, lui, c'était vraiment lié son amour aussi, je pense, de Spielberg comme tel. Mais là, c'est Paramount qui a produit le film, Regretting You. Et dans la chambre de Mason Thames, c'est que des affiches de films de Paramount. Ah ouais, c'est lesquels? Mais drôle de choix quand même, parce que impossible qu'un garçon aujourd'hui de 18 ans ait une affiche de Black Rain avec Michael Douglas, film de Ridley Scott de 89. OK, ouais. J'avoue que si t'as un Ridley Scott, c'est pas lui. Ça sera t'as Blade pas Runner, lui, je pense. Et de Two Jakes, qui était la suite de Chinatown par Jack Nicholson en 91, qui était un flop monumental. Mais pourquoi Chinatown, c'est-tu Paramount? Ouais, c'est Ben Paramount. là, il aurait dû mettre Chinatown. Il est là aussi à un moment Ok. donné, mais de Two Jakes, c'est vraiment le gros poster. À moins que ce soit son personnage qui est quasiment dans le nanar puis dans toutes ses affaires. Mais je même sais pas, c'est même pas Ok, amené. ok. Fait que c'est vraiment juste trop drôle. Fait que tu vois, dès que t'as des petits trucs, c'est Paramount. Beaucoup Des d'autopromotion. posters de Bob l'éponge à venir là, pour... Non, tu sais, c'est ça. Et dernier petit fun fact, les 4 soirs, les 4 comédiens viennent tous de jouer dans des films d'horreur cette année. Donc, tu l'avais mentionné, Alison Williams dans Megan 2.0, mais Kenna Grace, ça s'en vient avec Five Nights at Freddy's 2. On a Mason Thames, Black Phone 2 et Dave Franco cet été. Inséparables, Together. Ben oui, donc quand même drôle. Ouais, Et est-ce que Scott Eastwood aussi était dans un film d'horreur? Non, Pas il n'est pas dans année. beaucoup de films. Et juste pour revenir sur le petit potin, Oui. Grace Mason Thames, parce que... Ils attendent un enfant. Non, en fait, Mason Thames a joué dans 4 films cette année. Un petit film indépendant qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle New Year's Rev, qui avait été projeté au TIFF et qui joue dedans aussi, dans un petit rôle. McKenna Grace. Oh. Ils se connaissent de tout. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Un film québécois, tu vas-tu là? Ou? Ben, dans les grosses sorties, disons, juste avant, on pourrait pas en discuter très longuement, mais les fans savent, j'espère, que Kaamelott, deuxième volet, partie 1, sort aujourd'hui avec quelques projections hier. Je sais que le jeu, on enregistre le vendredi. Le jeudi, il y avait des programmes doubles dans plusieurs cinémas. Je sais pas s'il y en a d'autres qui le réoffraient au courant de la fin de semaine. Ça, il faut dire qu'on l'a... Tous les deux, c'est rare qu'on rate un phénomène quand même. Ouais, c'est pas... Puis ça jamais enregistré sur notre radar. Non, je sais ce que c'est, mais j'ai pas vraiment écouté la série. Je suis pas là-dessus. Puis, fait que moi, j'espérais, je m'étais dit peut-être je vais me donner un petit coup. Finalement, j'ai pas eu le temps. Fait que je me dis peut-être avec le prochain, ce sera lui que je ferai le rattrapage. Je suis quand même curieux de connaître, tu sais, c'est quoi et pourquoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est Kaamelott, deuxième volet, partie 1. On a tourné en même temps et la partie 2 devrait sortir Noël 2026, ou disons décembre 2026. Là, pour les semi-fans, on est rendu que Kaamelott, donc le personnage de Alexandre Astier. Il s'appelle Kaamelott? Sauf erreur. Non, excuse. Je m'excuse. Il s'appelle Arthur Pendragon. C'est ça. J'ai lu mon synopsis à l'envers. Il est retiré en Carmélide après la destruction de Kaamelott, donc le fameux château / village. Roi Arthur va redonner vie à la table ronde, tandis que Lancelot, son némésis dans l'ombre, prépare son retour. On souligne beaucoup... C'est rendu une production cinématographique avec beaucoup de budget, fait que le décor, les costumes, tout, c'est un film de chevalier qui se prend au sérieux, là, c'est pas... C'est ça, on est moins dans l'humour des premières capsules Internet. J'ai l'impression que c'était comme un peu plus parodie au début, au niveau ça virait. Des blagues du scénario, ça, je peux pas le dire, mais le budget est à l'écran maintenant, là, il y a peut-être le CGI parfois qui... Non, je pense qu'on dit que c'était quand même convaincant, bref. Puis, c'est quand même le classique, comme un peu le Mission Impossible 7, là, ça ouvre beaucoup sur
c'est un film en 2 volets, là, vraiment en 2 parties, pardon. Fait que il y a beaucoup de quêtes qui sont ouvertes et qui vont être fermées et d'arcs narratifs qui seront conclus dans le prochain. D'ailleurs, il est un petit peu plus long, il est 2h20 pour celui-ci. Mais tu sais, ça s'adresse aux fans, là, c'est plus une porte d'entrée. Il n'est jamais trop tard pour embarquer dans l'aventure, là, les fans vous diraient, mais faut voir au moins le premier film, je crois, avant de s'y lancer. C'est le genre de film aussi, c'est un peu une forme de super-héros français. Là. Le premier week-end, le premier vendredi, ça va être gros. Mais je pense qu'au fil des semaines, ça risque de casser assez rapidement. Là. Fait que attendez pas les fans en 5e semaine pour aller le voir. Là. Hâtez-vous quand même. Comme un peu, je dirais, l'équivalent de Dans une galaxie près de chez vous aussi, j'ai l'impression. Ou d'un spectacle de Taylor Swift. Ah ouais. Au Québec, tu l'as mentionné, il y a Le Train à 65 ans. Première réalisation pour la comédienne très appréciée, très aimée, Marie Brassard, qui n'est pas, je dirais ça polymère. Elle a fait beaucoup de théâtre, en fait. Ouais. Fait que c'est pas une leading woman de télé. Du set de Robert Lepage. Voilà. Et ça transparaît dans Cette idée. C'est aussi elle qui signe le scénario. C'est un film qui met en vedette, la personne la plus connue, c'est Larissa Corriveau, mais on retrouve... je dirais peut-être pour la première fois, Electra Codina Morelli, Tali Raines et Jacques Nicolini, qui sont peut-être aussi des faces de théâtre ou des newcomers. J'ai pas fait mes recherches à ce point. C'est un film qui est dur à décrire, mais qui n'est pas dur à écouter. Ça s'écoute très bien, c'est très beau, mais c'est assez fantastique, voire féerique. On est dans le Québec des années 60. Agathe, qui est une enfant asthmatique, qui a l'imaginaire foisonnant, elle grandit dans une banlieue assez isolée, entourée des sons des gares et des trains autour d'elle, qui nourrissent beaucoup son imaginaire d'une espèce de monde alternatif qu'on essaie de décoder tout au long du film. Et sa mère Thérèse, donc jouée par Larissa Corriveau, est secrétaire le jour, puis artiste la nuit, donc avec son ami couturier gay flamboyant. Elle tisse des créations et des costumes. Tout ça vient nourrir comme l'univers créatif de tout le monde et d'Agathe, qui est rendue à l'âge éventuellement des années 60. Là, fait qu'à 16-17 ans, là, elle sort dans des... Pas en boîte, elle sort dans des soirées de poésie puis tout, là, dans un univers très littéraire et pas élitiste, mais juste de créatif, justement, de création et d'art. Puis lui, ce fameux beau jeune Frank, un petit peu plus vieux qu'elle, début vingtaine, cette jeune écrivain en devenir, écrit à propos d'une fameuse héroïne japonaise, puis ces idées-là vont comme un peu résonner en elle, un peu peut-être de vie parallèle ou d'imaginaire collectif. Fait que c'est un film, si vous avez vu, j'ai vu il y a une campagne qui jouait sur Crave, sur des affaires, des annonces à la télévision, puis tout, puis c'est dur à décrire. Ma blonde regardait la bande-annonce, c'est quoi ce film-là, de quoi ça parle? Je dis, ouais, je l'avais déjà vu à l'époque, on parle d'il y a 2 semaines quand la bande-annonce jouait, puis j'étais comme, je sais pas comment je ferais une bande-annonce de ce film-là. C'est ce genre de film qui est dur à mettre en marché et tout. Si peut-être vous avez vu la bande, puis vous êtes comme, ça a l'air aride, mais le film s'écoute super bien, c'est très chaleureux, c'est très convivial, mais c'est ça, il y a ce weirdness-là de la mère-fille. C'est pas un mélodrame. On est plus dans l'art et essai un peu quand même. Ouais, c'est presque un conte, tu sais. Puis, de ce que tu me racontes, ça fait penser quand même un peu à l'univers de Robert Lepage. Il n'y a peut-être pas une... tout à fait. On est quand même ça, pas loin, poliment, la pomme n'est pas tombée loin du pommier. Exact. Il y a quelque chose de ça un peu, du face cachée de la lune, puis ces trucs-là. Fait que pas nécessairement dans les dialogues, mais dans cette inventivité-là. C'est pas non plus une inventivité à la Michel Gondry, là, puis flyer, puis des plans séquences. C'est pas ça. C'est juste de l'univers dans lequel on est, tu sais. Mes notes, c'est ça. C'est pas weird à voir, c'est weird à expliquer. Ça fait quand même aussi film de festival, puis je veux pas dire ça pour être péjoratif, juste pour essayer de le cibler. Tu sais, ça a fait la clôture du FNC et tout. C'est un film qu'il faut arriver dans une attitude ouverte. C'est ça, un état d'esprit de comme, je sais pas trop ce que je veux voir, j'ai envie d'être fasciné. Tu sais. Puis c'est là qu'on va voir ce truc-là. Tu sais. Fait que c'est ce que c'est pour le train, la métaphore avec le train et tout. J'ai oublié de noter, mais il y a un acteur, je pense qu'il est canadien, qui joue une espèce de bûcheron là, dans ses rêves éveillés et tout. Puis il était aussi dans zut, là, le film de Stéphane Lafleur qui vont... Viking? Ouais, dans Viking. C'est lui qui était comme le général, le commandant de mission. Oui, là. oui. Puis moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé la série... faut bien que j'oublie le titre, là, qui fabrique des chemins de fer, là.
qui traverse les États-Unis d'Amérique. Puis il jouait vraiment le Némésis, pas Railroad, je sais plus trop quoi. Les aventuriers du rail. Ouais, exactement. Et bref, il jouait de Swede, il jouait comme un Suédois parce qu'il il y a le look multi-origine. Je pense qu'il est plus d'origine norvégienne, un canado-norvégienne, machin, un grand élancé qui peut faire les baveux. C'est scandinave, effectivement. Ouais, exactement. Fait que j'aime bien le revoir à l'écran. Puis j'ai appris avec Viking qu'il était d'origine canadienne, qu'il parlait un peu français et tout. Bref, voici pour le train qui est, vous comprendrez, pas dans tous les grands cinémas, les grandes chaînes de cinéma, mais dans les cinémas plus axés sur une programmation diversifiée, vous le retrouverez. Même genre de programmation plus nichée, Blue Moon de Richard Linklater. Et là, je vous entends dire, mais c'est pas un film sur la nouvelle vague. Mais Richard a 2 films en 2 semaines. Ouais. Alors, il y a des distributeurs qui se sont pas parlé. Ou qu'ils se sont parlé, puis c'est ça qu'ils veulent, Festival Linklater dans les cinémas. Ici, c'est plutôt sur le parolier légendaire Lawrence Hart. On est le soir du 31 mars 1943. Il est au bar, il boit et il confronte ses démons parce que son ex-collaborateur Richard Rogers célèbre la première de son nouveau succès, Oklahoma. C'est du duo Rogers et Hammerstein. Exactement. Pour les fans de Broadway. Sauf que c'est une pièce qui avait commencé à travailler avec Lawrence Hart, mais il s'est comme tanné que lui, il livre pas puis que c'est trop long, fait qu'il a passé à autre chose, qui a donné aussi cette nouvelle collaboration avec... tu l'as dit... Hammerstein. Ouais, c'est ça. L'éventuel Sound of Music, qui est quand même une œuvre assez importante dans les comédies musicales. Voilà, puis c'était quand même un exercice de style pour Richard Linklater. Oui, dans les films conceptuels un peu depuis quelques années. Ouais, c'est ça. Ah non, mais il avait fait Hitman, c'est vrai, l'année dernière. Ouais, c'était correct. Voilà, mais il alterne souvent, il aime ça. C'est ça, mais il a fait un film d'animation aussi et autres. Fait que décor unique, c'est un peu théâtral, d'entrée-sortie des personnages qui vont nourrir l'action, qui est beaucoup basé sur les dialogues. Lui, je pense qu'il reste au bar, ou du moins dans le lobby du bar, là, un peu. Puis les gens naviguent autour et tout. Fait que c'est exercice de style comme ça. C'est avec Ethan Hawke aussi. C'est Ethan Hawke, c'est ça, je voulais dire, qui est un habitué. Qui est la muse de Linklater, peut-être. Je pense que c'est leur 10e film ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Et si jamais Blue Moon est numéro 1 au box-office, Ethan Hawke aurait ce même record, mais je pense pas que c'est ça qui est vu pour l'avoir, puisque c'est lui qui fait le méchant dans Black Phone. Mais il y a aussi au générique Margaret Qualley, qui est aussi une très bonne vedette rendue établie maintenant, Bobby Cannavale, Andrew Scott. Fait que c'est une proposition disponible seulement en anglais avec sous-titres français, ou juste en anglais peut-être dans certains cinémas. C'est la... Oui, vas-y. J'allais dire que Nouvelle Vague, c'est la semaine prochaine, justement, là, qui parle de À bout de souffle puis du travail de la fameuse Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard et tout, que j'ai pas vu encore, mais qu'on pourra discuter la semaine prochaine. Moi, j'ai eu la chance de voir. J'ai beaucoup aimé, j'avais vu à Toronto. Mais non, j'allais dire, j'ai lu un entretien avec Ethan Hawke sur Blue Moon et il disait que Linklater lui avait parlé déjà du rôle. En fait, lui avait déjà montré une première version du scénario à lire il y a une dizaine d'années. OK. Puis il disait, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'aimerais-tu ça jouer le rôle? Je disais, oui, OK, parfait. Mais t'es trop jeune. On n'est pas encore rendu là à faire le film. Moi, je vais te revenir à un moment donné. OK. 10 ans plus tard. C'est ça, j'aime mieux attendre puis le faire avec toi. Exact. Mais ça montre quand même que Linklater est dans une position confortable où il va comme jamais manquer d'ouvrage. Surtout qu'il doit savoir comme ça, c'est un film qui va coûter 800 000, là, fait que ça sera pas trop compliqué. Là, mais c'est ça, fait que c'est drôle. Mais à ton calendrier, je reviens dans 10 ans. C'est ça, alors qu'il y a bien des cinéastes qui feraient comme non, si j'ai la chance de faire mon film, là, je vais le faire avec n'importe qui, quasiment pour pouvoir le faire. Là, je vais aller chercher Pedro Pascal. Oui, c'est ça. Comment ça, t'es trop occupé? Voyons, qu'est-ce que tu fais? Et pour les fans d'anime, vous devez le savoir, Chainsaw Man, The Movie, le Reze Arc, l'arc de Reze, de Tatsuya Yoshihara. C'est un spin-off, c'est-à-dire un side story qui arrive dans la télésérie Chainsaw Man, qui vient aussi d'un manga en BD. Pas aussi gros que Demon Slayer, évidemment, mais c'est quand même dans les gros. Les gros vendeurs, effectivement. Ça veut juste prouver que vraiment cette nouvelle forme-là de cinéma qui a toujours existé, mais vraiment rendu très établi chez les jeunes. Oui, c'est ça, mais il faut que la série soit... c'est un peu comme si... c'est pas de l'animé, là, mais mettons, tu sais,
Stranger Things faisait à m'amener un film. Là, ben, là, c'est parce que les derniers épisodes durent 2 heures, fait que c'en est des films. Là, mais mettons que c'était des épisodes de 50 minutes, puis que l'amener disait « Ah, mais il y a un film dans la saison. » Ou le Cyclone de Noël, par exemple, l'a fait, puis ça fonctionne aussi. Ben, c'est surtout qu'au Japon, ça a toujours fonctionné, mais c'est comme en Amérique du Nord, c'était très marginal comme phénomène, mais là, avec le succès monstre de Demon Slayer, plus de 100 millions box-office. Ben, ça, puis je pense que c'est aussi la plateforme Crunchyroll, ces affaires-là, a rendu accessible beaucoup de séries animées. Ben, exact. Parce qu'il y a 20 ans, je me souviens quand j'étais en tout cas en informatique, et j'avais des collègues, bon, c'est un peu cliché, mais qui consommaient beaucoup d'animés, puis c'était juste downloadé sur des torrents, gravés sur des CD ou des DVD-ROM, puis écouter ça, c'était comme pas trouvable. Là, tout à fait. Alors que là, toutes les plateformes ont leur série. Ouais, c'est ça. Les grosses sont achetées. C'est sûr qu'il en existe vraiment plus, mais les plus grosses sont disponibles légalement là, si on veut, si on veut travailler là-dessus. La semaine prochaine, 31 octobre, qu'est-ce qu'il y a? On pourra discuter de If I Had Legs, I'd Kick You, que comme je disais, sortait, si j'en avais la force, sortait en plateforme, fait que pas partout tout en même temps, fait qu'on en discutera la semaine prochaine, mais je pense à Montréal, il est à l'affiche, mais comme les régions, Québec, Sherbrooke, Haute, c'est ça, ça va être le 31, l'ouverture plus large. Un petit Quentin Dupieux, ça fait longtemps. Quand même, 6 mois. Oui, exact. L'accident de piano que j'ai pas écouté encore, mais... Puis je pense qu'il n'y a pas une actrice québécoise. Ben, c'est Adèle Exarchopoulos. Ouais, il n'y a pas Magali Lépine-Blondeau. Non, pas là-dedans. Il n'y a pas de Québécois. Pas là-dedans. J'ai vu qu'il y avait Claude Legault. Vas-y, continue. Ouais, ben, continue. Je suis pas mal ça va attirer mon attention, quand même. Je sais pas comment je vais reprendre ça. Finalement, mais aussi, on est allé voir et je m'étais trompé. Oui, il n'y a pas de Québécois dans ce film-là. Peut-être des gens qui ont la double nationalité, je sais pas. Mais non, pas de Magali Lépine-Blondeau, c'est pas ce film-là. Mais oui, elle joue dans des films en France maintenant, mais on en parlera plus tard en 2026. Pour nous contacter, il va y avoir d'autres sorties, mais là, je me souviens plus. On en reparlera. On va être là au rendez-vous. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Et encore, n'hésitez pas à liker cet épisode, donner des 4-5 étoiles et partager la bonne nouvelle de Mon Ciné Balado à vos amis et même à vos pires ennemis. Procurez-vous gratuitement le Magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et si jamais votre mari décède ou femme, n'oubliez pas que l'amour n'est jamais très loin.